Beyond the skies, you and I, we're breaking bounds on Baobab. Je vous souhaite encore la bienvenue à cette session dont le thème est développement de l'Afrique. Donc, développement de l'Afrique, quel secteur stratégique pour la jeunesse africaine? Alors, je tiens à rappeler d'abord que cette session a un double objectif. Tout d'abord, c'est de servir de guide d'orientation pour la jeunesse africaine que nous sommes, et ensuite aider à identifier les secteurs stratégiques dans lesquels nos États doivent investir pour construire un développement solide et durable. Donc, en gros, quand on observe les politiques publiques à travers le monde, on constate que chaque grande puissance a fait des choix clairs. Les États-Unis qui cherchent à relocaliser leur industrie, la Chine qui investit massivement dans la technologie et beaucoup d'autres pays qui misent aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Donc, la question que nous nous posons est simple. Dans le contexte africain, quel secteur, quels sont les secteurs sur lesquels nos États doivent se concentrer pour qu'on ait vraiment un développement véritable? Alors, on parle de jeunesse particulièrement parce que, contrairement à ce que l'on pense souvent, l'Afrique n'est pas seulement un continent jeune dans le futur. Elle l'est déjà aujourd'hui. Et au Bénin, par exemple, l'âge médian est d'environ 18 ans. Et à l'échelle du continent africain, il est de 19 ans. Donc, contre 43 ans en Europe. Cette réalité démographique nous impose une réflexion urgente sur les secteurs dans lesquels cette jeunesse peut réellement transformer l'Afrique. Donc, pour la modération de cette session, je suis Chabispo Faridatou, étudiante et boursière de la Fondation Mastercard à l'Institut des yeux. Et nous avons avec nous le docteur Babenoum Larry, professeur de sociologie à l'Université de Kara. Bonsoir, professeur. Oui, bonsoir Farida, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, je vais bien. Alors, je demandais de vous présenter brièvement à l'audience. D'accord. Merci beaucoup pour la parole. Je suis docteur Larry Babenou, enseignante-chercheur au département de géographie que vous avez mentionné, sociologie, c'est la géographie. Ah, ok, Oui. ok. Spécialité C'est- population et santé. Merci, voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Et Merci, je vous notre en prie. second invité, c'est le docteur Pagdam Tiebekabi, professeur également à l'Université de Kara. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Madame Farida. Bonsoir, professeur Larry. Alors, moi, c'est TBKB Pagdam. Je suis docteur en codage, cryptographie, algèbre et application. Je suis également enseignant-chercheur au département de mathématiques de la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Cara. Et je suis aussi le responsable, le coordonnateur d'un certain nombre de projets au niveau du ministère de l'Efficacité du service public et de la transformation numérique. Voilà. Alors, merci beaucoup, docteur. Merci. Alors, je rappelle que tout au long de la discussion, vous pouvez nous envoyer des questions dans le chat. Vous pouvez intervenir dans le chat et laisser vos questions si vous en avez. Donc, pour poser les bases, nous allons commencer par Dr. Larry. Lorsqu'on parle de développement de l'Afrique, de quoi parle-t-on concrètement? Quels sont, selon vous, les indicateurs ou critères qui permettront un jour d'affirmer que l'Afrique est véritablement développée? Merci Farida. Encore une fois, merci pour m'avoir invité pour ces échanges un peu fructueux. Alors, revenons à la question. Il faut dire que le développement de l'Afrique ne peut pas être réduit euh, uniquement à la croissance économique ou au PIB. Il s'agit d'un processus global de transformation durable qui peut améliorer réellement la qualité de vie des populations. Concrètement, il faut parler du développement s'il faut parler du développement de l'Afrique, c'est à dire que, que la population doit avoir un accès
effectifs, hein, aux services sociaux de base, par exemple l'eau potable, hein, l'accès aux services de santé. Les- L'éducation doit être à la portée de tout le monde. Nous avons également dans le domaine de l'énergie. Il faut aussi parler d'une économie inclusive, hein, créatrice d'emplois décents, notamment pour les jeunes. Et il faut aussi que les institutions soient stables, transparentes et surtout responsables. Nous allons ajouter à ceci un développement respectueux de l'environnement pour les générations futures. Alors, les indications qui permettent d'affirmer qu'un pays africain est développé incluent notamment le niveau de pauvreté et d'inégalité. Il faut aussi voir du côté de l'espérance de vie, hein, de la mortalité infantile. Voilà les indications un peu euh, cruciales pour indiquer le niveau, hein, des soins de santé d'une population dans un pays. Il faut également que le taux d'accès à l'eau potable soit vraiment raisonnable, à l'électricité, à l'assainissement. La qualité de formation, hein, et de l'éducation doit être plausible. La capacité de pays aussi à transformer localement ses ressources. On ne peut pas toujours tendre la main ailleurs, hein. Il faut que ces ressources, surtout les ressources minières, hein, comme agricoles, soient transformées sur notre territoire. Et nous pouvons à cette question donner l'exemple de Rwanda, hein, qui montre qu'un pays sans grandes ressources minières peut améliorer l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation grâce à une bonne gouvernance, alors que d'autres pays riches restent pauvres faute d'une gestion efficace. Merci. Voilà ce que je pouvais dire. Je pouvais répondre à cette question. Merci beaucoup, Farida. Merci beaucoup, docteur, pour vos réponses. Je retiens entre autres que comme indicateur, parmi tout ce que vous avez cité, nous avons le niveau de pauvreté, l'accès à l'eau potable, à l'électricité et Voilà. ainsi de suite. Merci beaucoup. Voilà. Alors, pour continuer, je vais demander à docteur Thierry Kabé, à partir de cette définition que nous avons reçue de docteur Larry, quels sont selon vous les secteurs vraiment stratégiques dans lesquels la jeunesse devrait vraiment s'engager? Et pourquoi ce secteur plutôt que d'autres? Merci beaucoup, Madame Farida, et je remercie Madame Larrey pour cette introduction assez intéressante qui a permis d'aborder déjà quelques points sur les différents secteurs. Moi, avant de parler de secteur, j'ai plutôt envie de parler d'abord de logique de développement. J'ai envie de parler de logique de développement parce que le développement d'un continent ne se résume pas à avoir quelques secteurs à la mode. Il repose, selon moi, sur trois capacités fondamentales. Les trois capacités dont je veux parler, c'est d'abord, avant tout, la première capacité, c'est se nourrir et se soigner soi-même. Première C'est ça. capacité. Deuxièmement, il faut réussir aussi à créer de la valeur à partir de ses propres ressources. Deuxième capacité. Troisième capacité, il faut maîtriser le savoir, la technologie et la décision, ne pas dépendre exclusivement, bien presque 90% des technologies extérieures, des technologies importées. À partir de là, les secteurs stratégiques ne sont pas choisis parce qu'ils sont tendance, mais parce qu'ils répondent aux besoins vitaux, économiques et souverains de l'Afrique. Alors, le premier secteur stratégique, maintenant je vais répondre à votre question, c'est pour moi, c'est d'abord avant tout l'agriculture moderne et l'agro-industrie. Je trouve dommage que, qu'aujourd'hui, en 2025, que nous pratiquions l'agriculture comme nos parents aussi l'avaient pratiqué. C'est-à-dire, il faut savoir qu'aucun pays ne s'est développé durablement en important ce qu'il mange. Hein, c'est assez dommage. Vous regardez dans votre assiette aujourd'hui, peut-être au cours de la journée, vous avez mangé du riz. Il faut se poser la question de savoir si ce riz c'est un riz qui a été cultivé ici ou bien c'est un riz importé.
Donc, si aujourd'hui nous savons que l'Afrique possède plus de 60% de terres arables non exploitées du monde, une population qui est jeune, vous l'avez si bien rappelé, au l'âge moyen au Bénin c'était 18 ans et dans toute l'Afrique c'était Oui, 19 ans et pour toute, 19 ans. et en Europe c'est 43 ans. Donc nous avons en réalité plus de la moitié de la population africaine qui est jeune. Donc ça veut dire que cette population constitue en réalité une force qui peut justement exploiter justement ces terres arables. Et nous avons aussi, il faut le reconnaître, une demande alimentaire croissante due au fait que la population ne cesse justement de croître. Donc, le problème n'est pas en réalité l'agriculture, mais c'est la manière dont elle est pratiquée. Aujourd'hui, vous voyez des gens aller au champ toujours avec des roues. Et quand vous essayez de comparer un peu en Europe et ici, un cultivateur européen, il vit beaucoup plus longtemps qu'un cultivateur africain parce que le cultivateur africain, il travaille beaucoup, mais il gagne peu. C'est-à-dire sur une portion de terre, peut-être de 1 hectare, ce que le cultivateur français, par exemple, va réussir à récolter à la fin, c'est la même chose qu'un Africain va récolter sur 10 hectares. Parce qu'il y a la mécanisation qui est mise en place, tout ceci qui va permettre donc de pouvoir nourrir cette population-là. Donc, pour la jeunesse, l'agriculture stratégique, ce n'est pas la roue et la survie, mais ça doit être une agriculture intelligente. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est possible justement d'associer ces nouvelles technologies, justement, même dans le domaine de l'agriculture. Un exemple tout banal, j'ai changé avec un collègue récemment qui m'a montré qu'il utilise des drones intelligents pour arroser des hectares et des hectares de ses plants, ce qui prenait en réalité 2 jours pour le faire d'une manière manuelle. Aujourd'hui, lui, il arrive à le faire en quelques minutes juste avec ses drones, par exemple. Et j'ai aussi envie de parler de la transformation locale. Nous produisons beaucoup, mais nous ne transformons rien. Tout ce que nous produisons, nous exportons tout ceci. Il n'y a pas de chaîne de valeur agro-industrielle. C'est-à-dire, quand je parle de chaîne de valeur agro-industrielle, je veux parler de la production. En réalité, après la production, il faut passer au stockage. Après le stockage, il faut passer à la transformation. Et après ça, il faut passer à la distribution. Ce sont les 4 étapes en réalité. Mais nous, ne faisons rien de tout ceci. Dès que nous produisons, nous envoyons justement et nous vendons des produits bruts. Après ça, j'ai envie de dire que c'est vraiment assez stratégique le domaine de l'agriculture parce que cela va assurer une certaine sécurité alimentaire. Nous n'allons plus dépendre totalement de l'extérieur. Après, ça va aussi créer de l'emploi. Nous savons qu'il y a beaucoup de jeunes, mais qui sont aujourd'hui à la recherche constante de l'emploi. Même chercher de l'emploi est devenu un emploi pour certains jeunes, où ils sont là à écrire tous les jours, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur, j'ai l'honneur. Et donc, cela va aussi réduire des importations et donc va baisser. Et donc, cela va donc nous aider à industrialiser, par exemple, notre pays. Le deuxième secteur stratégique, ça c'était le premier secteur. Le deuxième secteur stratégique, j'ai envie de parler de l'éducation, de la formation et du capital humain. Du capital humain. Aucun pays ne peut se développer sans un capital humain de qualité. C'est-à-dire, quand on dit d'autres pays clament tous les jours que nous avons des ressources minières, moi j'ai envie de dire que le vrai pétrole de l'Afrique, ce sont ses cerveaux. Le vrai pétrole de l'Afrique, ce sont ses cerveaux. Je répète, le vrai pétrole de l'Afrique, ce sont ses cerveaux. Ce ne sont pas les ressources minières que nous disposons. Parce que nous avons une population jeune. Bon, une population jeune n'est une richesse que si elle est formée, hein, si elle a une éducation de qualité, si elle a des compétences pour pouvoir mettre tout ceci là au service de son pays. Sinon, elle va devenir une bombe sociale. Nous voyons un peu ce qui se passe où certains jeunes désœuvrés, où il n'y a rien à faire, sont manipulés par certaines personnes qui les utilisent pour d'autres fins et qui justement font ramener le pays en arrière. Donc, la jeunesse africaine doit investir dans les sciences, dans les technologies, dans les compétences techniques, mais aussi dans la pensée critique, dans l'éthique et dans la citoyenneté. Je trouve que cet élément également, l'aspect éducation, est stratégique parce que, figurez-vous, en réalité, aucun secteur ne fonctionne sans compétences. L'éducation conditionne l'innovation et elle détermine aussi la capacité d'adaptation face aux crises. Donc, un pays qui forme mal sa jeunesse finance indirectement le développement des autres pays par la fuite des cerveaux. Je répète, un pays qui forme mal sa jeunesse finance indirectement le développement des autres pays par la fuite des cerveaux. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont très bons, mais qui sont obligés d'aller se vendre à l'étranger parce que dans leur pays, ils n'ont pas des conditions qui sont réunies pour leur permettre de vivre justement de leur science. Et donc, il faut qu'on mette en place un système qui permettra justement de pouvoir garder ces jeunes compétents pour qu'ils puissent contribuer justement à la création de la richesse dans notre pays. Le troisième secteur stratégique, c'est le numérique, la technologie et l'intelligence artificielle.
J'ai bien envie de m'attarder un peu sur ce secteur parce que c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. Comme je vous l'ai dit dans l'entame de mes propos, moi je suis docteur en codage et en cryptographie et je suis également formateur et conférencier dans tout ce qui est IA, fondements mathématiques et tout ceci. Au Togo, il y a depuis un bon bout de temps le ministère de l'efficacité du service public et de la transformation numérique à travers Madame la ministre Nina Lawson qui fait un travail extraordinaire dans ce sens et qui permet par exemple de digitaliser plusieurs ministères. Ils ont lancé récemment la digitalisation d'un ministère pour faciliter un certain nombre de travaux. Donc, le numérique aujourd'hui doit permettre à l'Afrique de sauter des étapes. C'est-à-dire, le numérique doit pouvoir nous permettre de passer, par exemple, de l'étape 1 à l'étape 5. C'est, contrairement à l'industrie lourde classique, le numérique va demander moins d'infrastructures lourdes, mais va valoriser l'intelligence et va avoir également une portée naturellement, doit être porté naturellement par les jeunes. Mais attention, je dis tout ceci, c'est bien. Il ne s'agit pas seulement de consommer de la technologie. Nous ne devons plus être simplement de simples consommateurs, mais de la produire et de l'adapter. Aujourd'hui, on se plaint que l'intelligence artificielle n'est pas adaptée à nos réalités. C'est à nous de concevoir des modèles d'intelligence artificielle entraînés sur nos propres données pour que ces résultats-là puissent refléter nos réalités. Donc, pour moi, les domaines clés, je vais parler donc de développement logiciel, de cybersécurité, d'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture, à la santé et à l'éducation, de la data science aujourd'hui, justement. Mais pourquoi c'est stratégique? Parce que quelque part, ça va nous permettre de gagner en productivité. Ça va nous permettre d'être souverains sur le plan numérique. Beaucoup parlent de souveraineté économique. Moi, j'ai l'habitude de parler de souveraineté numérique, de souveraineté scientifique. Et aujourd'hui, quand on regarde la part du PIB qu'on attribue à la recherche et au développement, c'est très faible pour l'Afrique. Et on ne peut pas se développer justement sans la recherche. Il y a aussi, cela va permettre également de créer des emplois qualifiés et va permettre un rayonnement international justement de l'Afrique. Un dernier secteur, pour finir par rapport à cette question, c'est l'énergie et l'environnement. L'énergie et l'environnement. Il n'y a pas de développement sans énergie. Nous savons qu'aujourd'hui, l'Afrique possède le soleil, nous possédons aussi le vent, nous avons aussi l'eau, mais malgré tout, nous avons des manques d'électricité fiable. Ma très chère collègue, Madame Larrey le disait en off quand on discutait, elle disait qu'elle avait peur peut-être qu'il y ait des coupures d'électricité qui puissent l'empêcher de donner justement sa conférence. Tout ceci, ça doit nous interpeller. Ailleurs, les gens n'entendent plus parler de coupures d'électricité. Donc, la jeunesse doit investir dans les énergies renouvelables, dans les dans l'efficacité énergétique et dans les technologies vertes. Pourquoi c'est stratégique? Parce que ça va faciliter l'industrialisation et va nous permettre de lutter contre le changement climatique, l'autonomie énergétique et le développement local. Il y a un dernier secteur qui est l'industrie locale et la transformation des ressources, où je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire que les secteurs stratégiques pour la jeunesse africaine sont ceux qui répondent à trois questions simples. Hein, sont ceux qui répondent à trois questions simples. La première question, est-ce que cela nourrit l'Afrique? Est-ce que c'est un secteur qui nourrit l'Afrique? Première question. Deuxième question, est-ce que cela forme et élève l'Africain? Est-ce que cela forme et élève l'Africain? Et troisième question, est-ce que cela rend l'Afrique autonome et souveraine? Donc, ce sont des secteurs, pour moi, il faudrait justement que ces secteurs-là viennent répondre à ces questions-là. Si un secteur répond à ces trois critères, alors il est stratégique, même s'il n'est pas à la mode, entre griffes, parce qu'il ne faut pas simplement suivre la tendance. Donc, bien sûr, ces secteurs ne sont pas sans défi, et c'est justement ce que nous devons analyser. Quels obstacles sociaux, économiques et politiques la jeunesse rencontre et comment les surmonter. Je pense que Madame Larrey pourra nous apporter un éclairage sociologique, et même si elle est géographe très pertinent sur cette question-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Et comme vous l'avez dit, ces secteurs ne sont pas sans défi. Alors, je vais demander à docteur Larrey, quels sont selon vous les principaux challenges que la jeunesse pourrait rencontrer et comment peut-on les surmonter de manière réaliste? Alors, merci, Farida. Tous les défis que les jeunes peuvent rencontrer sont énormes. Et comment ils peuvent les surmonter? Les principaux défis sont le manque de financement. Les jeunes manquent des moyens pour créer leur propre entrepreneuriat. Dehors du manque de financement, ils n'ont pas accès facile à des formations pratiques. La plupart, on voit que les jeunes, ils se forment, mais c'est basé plus sur la théorie. Il n'y a pas la pratique. Il y a une absence de mentorat.
Les jeunes manquent des suivis, des accompagnants pour les suivre dans leur formation et la mise en valeur de leurs connaissances. Il y a également la lourdeur administrative qui les bloque par moment. Parfois, les jeunes suivent des formations, mais ils ne sont pas exploités. Parfois aussi, il y a le découragement lié au chômage. Le jeune a fini sa formation, mais il ne se voit pas être utile. Il ne met pas en pratique ses connaissances. C'est des problèmes, c'est des défis, des problèmes auxquels ils sont vraiment confrontés. Et comment on peut les surmonter? Pour les surmonter, c'est vraiment de prendre ça de manière réaliste. Il faut renforcer les formations professionnelles. Docteur Tibekabe l'a suggéré quelque part. Il faut vraiment qu'on montre aux jeunes la nécessité, l'utilité de leur formation, les filières qu'ils choisissent, à quoi ces filières vont aboutir. Il faut créer des fonds d'appui dédiés aux jeunes. Quand un jeune se lance dans une activité, il faut le soutenir. C'est surtout sur le plan financier qui bloque. Quand le jeune est confronté à ce problème, mais il est découragé, il laisse, il ne continue plus. Pourtant, s'il avait eu un financement, il va aller jusqu'au bout. Il faut promouvoir le mentorat intergénérationnel. Ça, c'est très primordial. Il faut revoir ça. Il faut simplifier aussi les procédures administratives pour permettre aux jeunes de montrer leur talent, de rentrer dans la danse. Mais ce n'est pas le cas. On les traite de non-mûris, c'est-à-dire ils n'ont pas de l'expérience. Pourtant, les choses changent. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle partout du numérique. Il faut former ces jeunes dans ça. Et ces jeunes qui sont déjà formés, est-ce qu'ils exercent? Est-ce qu'on les exploite? Est-ce qu'on les utilise? Donc, il faut chercher à surmonter ceci. Et il faut encourager maintenant la persévérance et la culture de l'effort. Il faut permettre aux jeunes de s'affirmer dans leur formation, dans leurs connaissances. L'effort, de fournir l'effort, de ne pas toujours rester à leur place. Donc, voilà les points sur lesquels on peut s'atteler pour les surmonter et surmonter les défis auxquels les jeunes se rencontrent dans leur vie quotidienne. Merci. Merci beaucoup, docteur. Parmi les différents défis que vous avez cités, vous avez mentionné le manque de fonds pour soutenir les jeunes. Oui, Et oui. justement, pour ça, je veux demander à docteur Tibekabe, en tant qu'acteur du secteur éducatif, notamment dans les universités publiques, qu'est-ce qui, selon vous, freine aujourd'hui les États dans leur capacité à investir sérieusement dans ces domaines stratégiques? Alors, Oui, oui, c'est bon. je disais que c'est une belle question et j'ai même l'impression que c'est une colle. C'est une colle parce que ce n'est pas évident. Alors, je pense qu'il faut changer de regard sur le problème, selon moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais commencer par dire une chose que je trouve importante. Le problème n'est pas que les États africains ne veulent pas investir, mais qu'ils investissent souvent sous de fortes contraintes structurelles et parfois avec de mauvaises priorités, selon moi. Je vais reprendre ce que je viens de dire. Donc, je dis que le problème n'est pas que les États africains ne veulent pas investir, mais qu'ils investissent souvent sous de fortes contraintes structurelles et parfois avec de mauvaises priorités. Je vais développer tout ceci. Donc, autrement dit, il ne s'agit pas d'un manque de volonté isolé, mais d'un ensemble de freins systémiques qui s'auto-entretiennent. Le premier frein majeur, c'est la contrainte budgétaire et la pression des urgences sociales. Les États africains évoluent dans un contexte où
Les budgets nationaux sont limités. Il y a une grande partie des ressources qui sert à gérer des urgences immédiates, c'est-à-dire les salaires, la santé, la sécurité, les subventions, la dette. Aujourd'hui, la sécurité prend une grande partie en réalité de notre budget. Vous prenez les pays aujourd'hui qui connaissent un peu le djihadisme et l'extrémisme violent. Une grande partie de ces budgets est réorientée vers la gestion justement de ces crises. Parce qu'il faut assurer la sécurité des populations, il faut les nourrir, il faut payer des armes, tout ceci. Donc, je dirais que l'investissement dans l'éducation, la recherche ou l'innovation, c'est un investissement à long terme, si je vais vers là. Alors que la pression politique pousse souvent vers des actions à résultats rapides et visibles. Le politicien, c'est ça. Quand il investit quelque part, il a envie d'avoir des résultats rapides et visibles pour qu'on sache qu'il fait un travail. Mais résultat, les universités sont sous-financées. Parce qu'au niveau des universités, on n'a pas des résultats tout de suite rapides, parce qu'il faut prendre le temps, justement. Et les laboratoires aussi manquent d'équipement. Les formations stratégiques avancent assez lentement. Donc, c'est tout ceci qui freine. Et deuxième frein, j'ai envie de parler également d'une vision qui est parfois trop court-termiste du développement. C'est-à-dire, le développement n'est pas un événement, mais en réalité, c'est un processus. C'est tout un processus. Or, dans beaucoup de pays, malheureusement, les politiques publiques sont alignées sur des cycles électoraux courts. 5 ans. Je dois faire un effort pour que durant 5 ans, je puisse faire ma part et je disparais. Les projets structurants, l'éducation, recherche, industrie, dépassent souvent un mandat politique. Si on veut avoir des résultats, il ne faut pas s'attendre à avoir ces résultats en 5 ans, qui correspond par exemple au mandat dans certains pays. Conséquence, il y a une discontinuité des réformes, parce qu'il y a un gouvernement qui vient prendre des résolutions, dès qu'un autre gouvernement vient, il balaye tout ce que l'autre gouvernement avait fait du revers de la main et impose également pour lui. Du coup, il n'y a même plus une suite. Il y a aussi l'abandon ou un ralentissement de projets stratégiques. Il y a l'absence de politique éducative et industrielle stable sur 10 ou 20 ans. On doit avoir une vision claire de se dire, dans 10 ou 20 ans, voilà où nous aimerions être sur le plan éducatif, sur le plan industriel. Nous n'avons pas cela. Si je vous pose aujourd'hui la question de me dire dans votre pays, est-ce que vous avez une vision claire sur la politique éducative dans 10 ou 20 ans? Vous ne pourrez pas me répondre. Parce que justement, ça n'existe pas. Et même si ça existe, ce n'est pas vulgarisé. Donc, on ne peut pas former un ingénieur, un chercheur ou un innovateur en quelques mois. Ce n'est pas possible. L'autre chose, il y a un troisième frein, c'est le décalage entre formation universitaire et besoins réels du marché. Ça, j'ai envie de marteler vraiment beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, dans certaines formations, on forme des gens pour des métiers d'hier. Je répète ce que je suis en train de dire. On forme des gens pour des métiers d'hier. Ces métiers ne sont plus adaptés aux réalités du marché. En réalité, avant de créer même une formation, il faut faire une étude de marché. Il faut aller sur le terrain, faire des enquêtes pour voir est-ce que si je forme un étudiant dans ce domaine, est-ce qu'il sera absorbé sur le marché de l'emploi? Est-ce que le besoin est là? Et si le besoin est là, on crée cette formation. Une fois cette formation créée, quand on sort une promotion, deux promotions, trois promotions, on fait une analyse, on fait une étude pour voir ce que nous avons formé. Est-ce qu'ils ont pu trouver du boulot sur le travail? Est-ce qu'il y a des difficultés qu'ils ont rencontrées? Et quelles sont ces difficultés qui vont nous permettre de faire des ajustements sur notre formation et améliorer justement l'intégration de ces étudiants? La question qu'on pourrait se poser, est-ce que cela est fait dans certaines universités? Et donc, en tant qu'universitaire, c'est un point que j'ai vraiment envie de souligner fortement parce que beaucoup d'États investissent encore dans des formations très théoriques, Madame Larrey l'avait dit, dans des formations peu connectées au secteur productif, sans écosystème d'innovation autour. Résultat, chômage des diplômés. Vous voyez aujourd'hui, pour certains concours, quand on lance un concours, on recherche peut-être 200 personnes, vous avez 10 000 candidatures. Vous avez 10 000 candidatures pour 200 postes, par exemple. Il y a le scepticisme aussi des décideurs sur l'utilité de l'université. Certains décideurs ne trouvent pas l'utilité de l'université parce que, bon, quelque part, ils se disent que le résultat n'est pas immédiat. Et donc, il y a aussi l'hésitation à investir davantage dans un système jugé peu performant. Nous avons la chance, nous, au Togo aujourd'hui, d'avoir des investissements des massifs, vraiment. Quand nous prenons, par exemple, au niveau de l'université de Kara, on est en train de nous construire de nouveaux locaux et acheter justement de nouveaux matériels pour équiper nos universités et permettre justement à nos universités de donner des formations qui sont adaptées et surtout des formations pratiques. Donc, si on ne fait pas cela, ça va être un cercle vicieux. C'est-à-dire, peu d'investissement va entraîner une formation peu adaptée, ce qui va entraîner un résultat faible et ce qui va entraîner maintenant encore moins d'investissement.
Le quatrième frein, j'ai envie de dire que c'est la faible articulation entre université, secteur privé et État. Hein, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans les pays développés, par exemple, quand nous prenons l'université, l'industrie et l'État, ils fonctionnent en triangle stratégique. C'est-à-dire, ça forme un triangle où l'État prend des décisions, des initiatives, et les universités essaient de les appliquer, et quand, par exemple, l'industrie a des difficultés, il retourne vers l'université. C'est-à-dire, et je vous donne un exemple. Si vous prenez les projets de recherche, aujourd'hui, comment les projets de recherche sont formulés, il ne faut pas rester dans son bureau, s'asseoir et imaginer un projet de recherche. En réalité, ce sont les difficultés que rencontrent les industries. Ils viennent vers les universitaires, on formule ces difficultés-là en projet de recherche, on met les étudiants sur ces projets, et donc cette recherche va maintenant être financée par ces industries, et une fois que l'étudiant obtient les résultats demandés, il va implémenter ça en entreprise. Vous voyez un peu, cela va faciliter l'intégration des étudiants en entreprise, par exemple. Malheureusement, en Afrique, ces acteurs travaillent encore trop souvent en silo, chacun dans son coin. Conséquence, peu de financement privé de la recherche, vous m'excuserez. Avec ce que je venais de décrire là, vous allez remarquer que la recherche allait être facilement financée par le secteur privé, puisqu'ils ont des difficultés qu'ils formulent en sujet de recherche. Une fois que c'est résolu, on ramène ça en entreprise. Peu de valorisation des résultats scientifiques. Vous avez aujourd'hui des résultats scientifiques qui dorment dans les tiroirs. Vous avez des gens qui ont des résultats très intéressants, mais c'est dans les tiroirs, ce n'est pas vulgarisé. Ce n'est pas vulgarisé. On n'essaie même pas de sensibiliser la population sur les résultats de recherche. Et la plupart du temps, les chercheurs restent dans leur monde avec des termes techniques trop compliqués. Ils ne vont pas vers la population pour dire nous avons trouvé des solutions à vos problèmes. Ou bien la recherche n'est même pas adaptée aux réalités. Les gens vont faire des recherches ailleurs, pourtant ils ont des problèmes devant eux. Au lieu de trouver des solutions pour faciliter la vie des populations, ils vont faire d'autres choses. Et donc, les États hésitent alors à investir massivement dans la recherche, faute de retombées économiques visibles à court terme. Cinquième frein, et ça sera le dernier, c'est la dépendance extérieure et les modèles importés. On l'a déjà dit, on l'a souligné, on ne peut pas développer l'Afrique uniquement avec des solutions importées. C'est impossible. Je le dis et je mets quiconque à défi. On ne peut pas développer l'Afrique uniquement avec des solutions importées. Beaucoup de politiques sectorielles sont fortement influencées par des bailleurs internationaux. Et quand quelqu'un finance vos activités, la personne est libre de diriger les secteurs vers lesquels il aimerait justement co-financer. Et ce n'est pas aussi aligné, c'est souvent aussi aligné sur des agendas extérieurs, pas sur nos agendas. Vous avez tel besoin, mais ils disent qu'ils veulent financer plutôt ceci. Pourtant, nos besoins sont là. Est-ce que c'est aligné avec nos besoins? Est-ce que c'est aligné avec nos agendas? Non. On est obligé de suivre les agendas extérieurs parce que c'est eux qui enlèvent l'argent. Et habituellement, celui qui enlève l'argent, c'est lui qui dicte justement quelle démarche suivre. Parfois aussi, c'est peu adapté aux réalités locales. Résultat, malheureusement, nous avons des priorités imposées, nous avons une faible appropriation nationale et nous avons aussi une dépendance financière et technologique. Et donc, cela limite la capacité des États à investir librement et stratégiquement dans les secteurs qu'ils jugent eux-mêmes prioritaires, parce que nous ne sommes pas en mesure de financer nous-mêmes ces différents secteurs. Donc, je vais terminer avec la gouvernance et la gestion des ressources. Je ne vais pas développer cela. Il faut dire, cela, vous allez m'excuser, c'est que les défis incluent aussi une certaine lourdeur administrative, madame l'a dit, une lenteur des procédures, elle l'a aussi dit, mais parfois aussi une mauvaise allocation ou une dispersion des ressources. On met des ressources certaines fois dans des secteurs qu'il ne faut pas. Ou peut-être même, on le met pour réaliser une tâche, mais à la fin, il y a peut-être la corruption qui entre en jeu, qui fait finalement que l'objectif n'est pas atteint. Vous m'excuserez, mais j'utilise les termes qu'il faut. Je ne peux pas faire mieux en utilisant d'autres synonymes. Mais ce n'est pas seulement un problème de corruption, mais aussi d'efficacité, de planification, de suivi et d'évaluation des politiques publiques. Nous mettons des choses en place, mais est-ce qu'il y a des suivis? Est-ce qu'il y a une évaluation? Et s'il y a évaluation, si on se rend compte qu'il y a des manquements, est-ce que ces personnes sont suivies et poursuivies et justement sanctionnées? Il y a aussi un laisser-passer, justement, qui fait que certains font des choses, se disent, bon, il y a une forme d'impunité qui est là. Donc, en résumé, j'ai envie de dire que les États africains sont freinés non pas par un seul obstacle, mais par une combinaison de contraintes budgétaires, de vision à court terme, de faiblesses structurelles, du système éducatif et d'un manque de synergie entre formation, innovation et économie réelle. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour cette réponse bien détaillée. Alors, je vais demander à docteur Larry, d'après ce que le docteur Tibikabe vient de dire, euh,
Comment, d'après vous, on peut encourager les décideurs politiques à prendre ces secteurs au sérieux et à y investir, autant sur le plan de la formation que sur le plan professionnel? Pour encourager les décideurs, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut produire des données solides, hein, montrant l'impact économique et social dans les investissements. Il faut aussi renforcer le plaidoyer citoyen et académique. Ça, c'est très nécessaire. Et il faut également associer les jeunes au processus, hein, au processus de décision. On ne peut pas prendre des décisions en haut et laisser la base de côté. C'est ce qui fait même que certains projets ne réussissent pas. Parce on ne consulte pas la base avant d'amener un projet. Supposons qu'on veut faire un forage. On installe le forage sans demander l'avis de la base. Souvent, nous appelons la base la communauté. Et moi, j'ai eu sur le terrain, j'ai eu à rencontrer des cas comme ça. J'ai vu dans des localités, on a fait des bonnes fontaines. Les gens sont partis casser, qui n'ont pas besoin, et ils se contentent de l'eau de ressources, de sources, c'est-à-dire de l'eau venant vraiment naturelle, quoi. Donc, des choses comme ça, c'est des peines perdues. Il faut associer la population, la jeunesse, à la prise de décision. Il faut également valoriser les expériences de ces jeunes-là. C'est ce qui fait qu'on rate. Donc, les décideurs doivent prendre en considération les expériences de ces jeunes. Et il faut également instaurer une culture, hein, de redevabilité. Il faut encourager les jeunes dans ce sens. Et je crois que avec ces points clés, les dirigeants peuvent investir davantage lorsqu'ils voient les résultats concrets et une pression vraiment citoyenne organisée. Alors, vous me posez la question du côté des décideurs. Il faut aussi poser les questions sur cette jeunesse. Les décideurs, eux, ils peuvent vraiment prendre en compte, hein, les points ou bien nos demandes, mais la jeunesse même, les jeunes même, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Les décideurs peuvent prendre en compte, mais venir et rencontrer encore des échecs. Alors, ces jeunes aussi doivent rentrer dans la danse, comme je l'ai dit tantôt. Il y a de nouvelles euh, technologies, des nouvelles activités, des nouveaux métiers qui sont en cours. Ils doivent prendre ceci en compte. Par exemple, les jeunes doivent chercher à faire des stages après leur formation. Même si c'est du bénévolat, ils vont aller faire. C'est un plus. Hein? Ils peuvent même rejoindre des associations, créer des associations. Et là, quand les décideurs verront des activités comme ça, les décideurs ne tarderont pas à les joindre, à les aider. Et nous parlons, par exemple, des petits projets qu'ils peuvent initier, des initiatives dans les quartiers, à l'université, même dans les églises et au sein des mouvements des jeunes. Et il faut les apprendre à chercher des partenaires. Ils ne peuvent pas vouloir créer une activité et non pas des partenaires. Ça peut être des partenaires financiers PF, ça peut être des partenaires des techniques PT. Hein? Il faut aussi travailler en équipe. Il faut que ces jeunes gèrent bien leur budget. Ils ne peuvent pas demander un budget, on les accorde. Ils font autre chose que ce qu'ils avaient écrit. Alors, il faut aussi les apprendre à travailler en réseau et en synergie. Ça, c'est le rôle que doivent jouer les jeunes pour que les décideurs aient courage et confiance plutôt en eux. Hein, il faut qu'ils travaillent en synergie.
Il faut qu'ils s'unissent entre jeunes, des jeunes qui ont fait de plusieurs des filières différentes. Ils doivent s'associer et voir en s'associant ce qu'ils peuvent créer. Exemple, par exemple, un étudiant qui a fait ses études, sa formation en informatique, plus un en agriculture, un en communication. Mais c'est un projet qu'on peut appeler agronumérique, bien et bien promu. Hein. Il faut aussi qu'ils participent à des clubs, des communautés, des associations professionnelles. Et ne pas dire que seul on va vite, mais on dit toujours aussi que seul on va vite, ensemble on va loin. Et l'Afrique a un projet trop grand pour que hein, la portée de la jeunesse soit vraiment personnelle, hein, que ça ne soit pas l'affaire d'une seule personne. Alors, il faut vraiment que ça soit du côté des décideurs de la jeunesse, tous soient engagés pour un développement juste et durable pour nos pays, ce qui donnera un respect de l'environnement, une promotion de la paix, de la bonne gouvernance, de la transparence et une implication vraiment dans la vie citoyenne. Hmm. Donc, voilà à peu près aussi ce que j'allais dire. On ne peut pas dire aux autorités de prendre, les encourager à prendre des décisions, mais qu'il faut aussi voir du côté de la jeunesse. Merci, Farida. Merci beaucoup, docteur, pour votre intervention. Alors, pour résumer en quelques mots ce que vous avez dit, c'est que la jeunesse elle-même doit d'abord poser des actions concrètes et Voilà. surtout prioriser le travail en équipe, unir nos forces pour un meilleur impact. Et comme vous l'avez si bien dit, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc, c'est en posant des actions qu'on pourra ensuite bénéficier de l'accompagnement dont nous avons besoin. Merci beaucoup encore, docteur Larry, pour votre intervention. Je vous en Alors, prie. nous tendons petit à petit vers la fin de la session, mais docteur Thiebe Kavé, alors on souhaite terminer la session avec une vision claire et inspirante. Pouvez-vous nous proposer un plan d'action pour la jeunesse afin qu'un jeune qui s'oriente aujourd'hui le fasse de manière éclairée et en lien avec la vision d'une Afrique développée? Et un plan d'action aussi un plan pour nos États, pour les encourager à prendre dès maintenant les décisions cruciales qui pourraient, dans 5 à 10 ans, montrer des résultats concrets. Merci. Tout ça là pour moi. OK. Ah ouais. Alors, pour répondre à cette question, je pense qu'il faut dire une vérité qui est simple, c'est-à-dire l'Afrique ne se développera pas par hasard, hein, elle se développera par choix, d'accord? Ces choix doivent être faits, je pense, à deux niveaux complémentaires, par la jeunesse dans ses orientations individuelles, mais aussi et par les États dans leurs décisions structurelles. Il faut les deux. Donc, je vais proposer deux plans qui doivent avancer ensemble. Seul de son côté, ça n'ira pas. Alors, un plan clair et réaliste d'après vos propos. La première étape serait de changer la manière de choisir son orientation. C'est-à-dire, le premier piège pour un jeune Africain aujourd'hui, c'est de choisir une filière uniquement parce qu'elle est populaire, hein, ou parce qu'elle est perçue comme prestigieuse. C'est ce que nous entendons souvent. Et même d'autres fois, c'est par suivisme. Vous avez des étudiants qui viennent s'inscrire dans une filière parce qu'un camarade est inscrit dans cette filière. Vous m'excuserez, mais ce sont des réalités. Et donc, j'invite la jeunesse à se poser trois questions fondamentales avant toute orientation. De quoi mon pays a-t-il réellement besoin? Je me pose cette question avant de choisir une formation. De quoi mon pays a-t-il réellement besoin? Deuxième question, quelles compétences seront encore utiles dans 10 ou 20 ans? Pour ne pas se retrouver à faire une formation où après on n'aura même plus besoin de vous. Et pour finir, une autre question encore, comment puis-je créer de la valeur, pas seulement chercher un emploi? C'est ça. Au lieu de chercher seulement un emploi, comment je peux faire pour créer de la valeur? Donc, je pense que la jeunesse doit se poser ces trois questions fondamentales avant de choisir une filière, avant de s'orienter. Une orientation éclairée est une orientation qui est alignée sur les besoins du continent. Moi, je vous donne mon exemple. Après mon master que j'ai obtenu en Inde, j'ai eu des propositions de faire une thèse de doctorat dans plusieurs domaines. La toute première proposition qui a été faite,
c'était de faire une thèse dans un domaine donné. Pourtant, dans ce domaine, aujourd'hui au Togo, nous avons plusieurs docteurs qui ont des thèses de doctorat dans ce domaine, mais qui ont du mal à trouver de l'emploi. Je me suis dit, si je décide de m'aventurer là, je risque d'être un énième docteur justement sur la liste d'attente. J'ai regardé un peu le marché de l'emploi. J'ai regardé les besoins de nos universités. Je me rappelle qu'à l'époque, c'est un Ivoirien qui venait nous faire les cours d'algèbre et on n'avait pas de spécialiste en algèbre au pays. Et j'ai donc décidé d'aller me former là-bas, d'aller me former dans un domaine où le besoin était là et on dépendait de l'extérieur pour permettre justement à nos pays de ne plus dépendre justement de l'extérieur. Voici par exemple un choix qui est réfléchi, stratégique, qui vient répondre à un besoin donné par exemple. Donc, une orientation éclairée est une orientation qui est alignée sur les besoins du continent. Voilà, je ne me forme pas parce qu'il faut me former, mais est-ce que cela est utile? Est-ce que je me rendrai utile justement pour mon continent ou bien pour mon pays? Deuxième étape, il faudra investir massivement dans les compétences, pas seulement dans les diplômes. Hein? Nous avons aujourd'hui des diplômés qui ne sont pas compétents. Nous avons des gens qui ont des diplômes dans des domaines, mais n'ont pas le niveau de ce diplôme. Le diplôme va ouvrir des portes, mais ce sont les compétences qui vont permettre de rester dans la maison. On peut vous recruter aujourd'hui parce que vous avez un doctorat, mais si vous n'êtes pas compétent, vous n'arrivez pas à faire les cours comme on le souhaite. Les étudiants se plaignent, trouvent que vous êtes incompétent. On finira par justement vous remercier. Donc, la jeunesse doit maîtriser au moins une compétence technique forte. Agriculture moderne, énergie, numérique, industrie, santé. Développer des compétences, par exemple, transversales. Hein, communication, travail en équipe, esprit critique, éthique. Donc, l'objectif n'est pas seulement d'être diplômé, mais d'être utile, adaptable et créateur de solutions. Nous devons avoir des jeunes qui créent des solutions. Troisième étape, il faut aussi adopter une mentalité de bâtisseur. L'Afrique a besoin de bâtisseurs, pas seulement de demandeurs d'emploi. Au lieu de toujours créer et toujours demander de l'emploi, on peut aussi créer justement de la valeur. Cela implique de valoriser l'entrepreneuriat, d'accepter de commencer petit. Souvent, vous voyez des jeunes qui veulent démarrer, ils veulent déjà démarrer gros. Ils veulent démarrer quelque chose, mais ils veulent un budget à la hauteur de la fortune d'Aliko Dangote. Ce n'est pas possible. Il faut accepter de commencer petit. Il faut voir les problèmes comme des opportunités d'innovation. Et chaque défi africain, c'est-à-dire, il y aura l'alimentation, il y a l'énergie, il y a la mobilité, il y a l'éducation, est un gisement d'emploi et d'innovation pour la jeunesse. On peut toujours trouver des solutions et créer une structure qui va permettre justement de s'auto-employer et créer aussi de la valeur. Quatrième étape, il faut la culture éthique. Il faut cultiver l'éthique, la citoyenneté et la responsabilité. Le développement n'est pas seulement économique, il est aussi moral. C'est très important. Sans discipline, sans honnêteté, aujourd'hui, c'est difficile de confier un travail à un jeune parce qu'on a peur qu'il ne soit pas honnête. Sans sens du bien commun, aucun plan ne peut réussir. Une jeunesse compétente, une jeunesse compétente, mais sans valeur, peut détruire qu'elle ne construit. Donc, à la jeunesse africaine, je dirais ceci. Formez-vous pour servir, innovez pour résoudre, entreprenez pour transformer. Votre avenir est indissociable de celui de l'Afrique. Maintenant, un plan stratégique pour les États africains. Vous avez dit horizon 5 à 10 ans. La première décision cruciale que j'aurais prise en tant que décideur, c'est de faire de l'éducation et de la formation une priorité absolue. Aucun pays ne s'est développé avec un système éducatif faible, bancal. Les États doivent investir durablement dans l'enseignement supérieur et technique, moderniser les curricula, équiper les universités et centres de formation. Il ne s'agit pas de dépenser plus, mais d'investir mieux et stratégiquement. Deuxième décision du côté de l'État, c'est aligner la formation sur les secteurs stratégiques. Les États doivent clairement identifier l'agriculture et l'agro-industrie, énergie, numérique et IA, industrie locale, santé, puis orienter les formations, les bourses qu'on donne, la recherche vers ces secteurs. Vous savez peut-être qu'au Togo, depuis un moment, on a défini ce qu'on appelle les métiers prioritaires. L'État ne donne plus désormais des bourses dans tous les domaines. On a défini des métiers prioritaires pour l'État et c'est vers là où nous sommes prêts aujourd'hui à investir et financer les études des étudiants parce que nous avons des besoins. Donc, former massivement dans des domaines non prioritaires est un luxe que l'Afrique ne peut plus se permettre. D'accord? Donc, troisième décision, c'est de créer des écosystèmes d'innovation autour des industries, autour des universités. C'est-à-dire, une université ne doit pas être un tour d'ivoire. Les États doivent donc encourager les partenariats universités-entreprises,
les incubateurs, la valorisation des résultats de la recherche, transformer les idées en produits et en entreprises et en emplois. Donc, la jeunesse ne peut pas exprimer tout son potentiel sans électricité fiable, sans accès à Internet, sans infrastructure de base. Hein. Ce sont des investissements catalyseurs dans les effets de diffusion dans tous les secteurs. Cinquième décision, c'est instaurer une gouvernance stable et une vision de long terme. Le développement exige de la continuité. Les États doivent donc dépasser les logiques électorales. Prendre des décisions juste sur les bases électorales, ça doit être dépassé. Sécuriser les politiques éducatives et industrielles sur 10 à 20 ans. Garantir la transparence et l'efficacité. La confiance est un facteur économique. Donc, je terminerai en disant ceci. Investir dans la jeunesse n'est pas une charge budgétaire, c'est l'investissement le plus rentable qu'un État puisse faire. Si la jeunesse s'oriente avec lucidité, confiance et responsabilité, et si les États investissent avec vision, cohérence et courage, alors dans 5 à 10 ans, nous ne parlerons plus de potentiel de l'Afrique, mais nous parlerons de ses résultats. L'Afrique n'est pas en retard, elle est à un moment décisif de son histoire et ce moment, c'est maintenant. Voilà la vision que je voulais partager. Une vision, je reconnais, exigeante, mais réaliste et surtout portée par une jeunesse capable et des États responsables. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur TVKV. Alors, docteur Larry, on vous écoute, vous avez quelque chose à ajouter. Oui, ce que j'allais ajouter, c'est que la jeunesse africaine constitue la clé du développement du continent. Alors, pour ce faire, il est vraiment important de promouvoir les stratégies telles que l'agriculture, comme il a déjà dit, l'agriculture modernisée, l'éthique, les énergies renouvelables, la santé, l'éducation, les transports et la logistique, les infrastructures, le secourisme même. C'est des nouvelles filières. Les gens ignorent, mais c'est nécessaire. Le tourisme même. Ces domaines représentent de véritables leviers de transformation économique et sociale. C'est ce que nous ignorons. Les gens pensent qu'il faut aller faire une formation et gagner dans l'immédiat. Mais vous allez faire la formation et revenir. Comme il a dit, le marché sera rempli. Il faut vous distinguer. Il faut offrir à la jeunesse des opportunités vraiment uniques pour les permettre de rentrer dans la concurrence de l'emploi, que sur la place du marché ou de l'emploi qui soit valorisé. Il faut également des innovations d'entrepreneuriat, comme j'avais dit tantôt, pouvant transformer durablement le continent. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir renforcer la formation professionnelle. Il faut faciliter l'accès au financement. Il faut encourager l'innovation locale. Le développement de l'Afrique, on n'est pas sûr, ne se fera sans sa jeunesse, mais pour sa jeunesse engagée, sa jeunesse formée, sa jeunesse innovante et soutenue par des politiques inclusives. Voilà ce que je pouvais ajouter. Merci beaucoup, docteur Larry. Alors, je vais demander à tous les participants si vous avez des questions. Vous pouvez tout juste lever la main ou les écrire dans le chat. Là, je vois une question qui a été posée par Matt Marilyn épouse Brou. Elle dit, l'implémentation effective de l'agenda 2063 de l'Union africaine pourrait-elle constituer une piste efficace face à cette problématique? Développement de l'Afrique. Quel secteur stratégique pour la jeunesse africaine? C'est une très belle question, Farida. Si tu permets, je vais la prendre et je vais tenter de donner une réponse à cette question. C'est une très belle question et je remercie Madame Marthe Marilyn. Il faut savoir que l'agenda 2063 est une vision à long terme de l'Union africaine pour une Afrique prospère, intègre, pacifique et portée par ses citoyens, en particulier sa jeunesse, pour ceux qui ne le savent pas. Mais bon, je me dis qu'il ne s'agit pas d'un document théorique de plus, mais d'un cadre stratégique continental pensé sur 50 ans, ce qui est très bien, et structuré autour de cette aspiration majeure.
J'ai eu l'occasion de le parcourir. Donc, la vraie question n'est pas si l'agenda est pertinent, mais si il est réellement mis en œuvre. C'est ça la question. Aujourd'hui, nous voyons au niveau de l'Union africaine ou bien des Nations unies des décisions très intéressantes qui sont prises, mais qui ne sont que des documents de plus. Dans la mise en place ou bien dans la réalisation de ces agendas, rien n'est fait. Donc, oui, à condition qu'il soit réellement implémenté par rapport à cet agenda. Oui, l'implémentation effective de l'agenda 2063 va constituer un piste extrêmement pertinent à condition qu'elle soit traduite en politique nationale concrète et mesurable. Pourquoi? Parce que je pense que dans cet agenda, on place la jeunesse au cœur du développement. On identifie clairement les secteurs stratégiques et on adapte une vision africaine du développement et non importée. Donc, je pense qu'on peut essayer de voir même une correspondance entre cet agenda et les secteurs stratégiques dont on a déjà parlé, l'agriculture moderne et la sécurité environnementale, la sécurité alimentaire. L'agenda aussi promeut une agriculture moderne. Ça promeut également une agriculture productive et durable. Donc, l'industrialisation et la transformation locale. Cet agenda également insiste sur la transformation des matières premières. Donc, pour dire que cet agenda, c'est bien, mais c'est dans la réalisation qu'on attend justement de voir les résultats. Si on arrive justement à mettre tout ceci en place, ça serait vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser à nos intervenants? Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat. Oui, Issa, vous avez la parole. La question est qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire le temps qu'on passait à l'école pour prendre des choses qui sont nécessaires euh, pour exploiter le temps de la jeunesse et pour l'union de notre continent. C'est ça ma question. Merci beaucoup, Monsieur Issa. En tout cas, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre intervention. Vous avez déploré le fait que dans nos formations, les étudiants passent beaucoup plus de temps dans nos universités à étudier des choses qui ne leur servent à rien beaucoup plus tard. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, je pense que les éléments de réponse de votre inquiétude a été déjà pris en compte dans notre intervention où nous avons dit qu'il faut mettre en place des formations adaptées aux besoins réels du terrain, justement. Il ne faut pas juste former pour former, mais orienter vraiment des jeunes vers des formations adaptées à nos besoins et qui répondent à un besoin réel qui est là. Et nous avons donc j'ai essayé de poser les bases en disant qu'il faut se poser trois questions fondamentales avant de s'orienter dans une filière donnée. Sinon, le diagnostic que vous faites est réel et c'est vraiment dommage. Et je pense que normalement, avec la prise de conscience de tout un chacun, nous allons réussir justement à changer un certain nombre de choses. Je vais laisser Madame Larrey intervenir si elle a quelques éléments à ajouter par rapport à cette question. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Par rapport à l'éducation, je crois qu'on a déjà dit qu'aujourd'hui, les étudiants ne peuvent pas aller et s'aventurer vers des filières ou vers lesquelles ils n'ont pas de débouchés. Lorsqu'ils prennent une filière, c'est ils prévoient l'avenir. Ils savent ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Du moins, ceci, après la formation, il se voit que, bon, il avait mal choisi sa filière. Il peut encore chercher une formation ajoutée sur la formation de base, comme docteur Tchebekabe l'a fait. Et sa formation en master, mais c'est parce qu'il a senti, après la formation en master, il a senti que au pays, il y avait un besoin dans l'enseignement d'algèbre et il a fait la formation. Donc, il ne faut pas faire le suivi parce que mon collègue ou mon ami a fait cette formation, moi aussi, je vais le faire. Bon. Aujourd'hui, les gens ne sont pas honnêtes. Il va te dire, moi, je fais parce qu'il fait, je fais parce que je veux. Mais au fait, ce n'est pas ça. Donc, en ce qui concerne l'éducation, c'est un point clé, c'est un point stratégique pour l'avenir de la jeunesse. Donc, juste après le bac, il faut déjà réfléchir en amont ce que tu vas faire. Et aujourd'hui, je ne sais pas, dans les universités, il y a des services d'orientation. Il ne faut pas aller faire et tu finis, tu deviens taxé, motoman ou quelque chose, je ne sais pas. Hein, je crois que c'est ça la question, c'est-à-dire faire une formation et ne pas utiliser cette formation. Je crois que c'est ça sa formation, ça, son inquiétude. Alors là, il faut quand même, il faut voir. Et on vous appelle maintenant à la création des entreprises. Il faut être entrepreneur. Merci.
Merci beaucoup, docteur. Alors là, nous avons deux dernières questions. Je Oui, vais lire la merci. question du chat. C'est de la question vient de Megna Odilvi. Elle dit, si l'Afrique de demain se construit aujourd'hui, dans quel secteur stratégique la jeunesse doit-elle entreprendre pour être moteur du changement plutôt que simple bénéficiaire? Ah, je pense que c'est même, je dirais, un peu le thème de cette discussion qui a été reformulé d'une autre manière. Être un changement, être moteur du changement, ce n'est pas attendre des politiques publiques ou des aides, c'est créer de la valeur là où se trouvent les problèmes. Vous trouvez un problème, vous apportez une solution à ce problème et vous êtes créateur de solutions. Donc l'Afrique fait face aujourd'hui à de grands défis structurels et chaque défi est aussi une opportunité d'entrepreneuriat stratégique pour la jeunesse. Voilà. Donc le premier secteur stratégique, c'est l'agriculture moderne et l'agrobusiness. J'insiste beaucoup là-dessus. On ne nourrit pas un continent avec des importations. Je répète, on ne nourrit pas un continent avec des importations. Donc, il va falloir que nous puissions nous-mêmes produire ce que nous consommons. Pourquoi entreprendre ici? Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin alimentaire qui est croissant, il y a une dépendance aux importations, il y a un fort potentiel d'emploi. Et donc, la jeunesse doit investir dans l'agriculture intelligente. On a parlé des technologies, des data irrigation et tout. Il y a donc la transformation locale, la logistique et le stockage. Et donc, entreprendre ici, c'est sécuriser l'avenir alimentaire de l'Afrique, par exemple. Il y a d'autres secteurs, nous avons eu à les aborder, l'énergie et les solutions durables, le numérique, l'intelligence artificielle et les data, l'éducation, la formation et le capital humain, et la santé, le bien-être et l'innovation. Nous avons abordé tous ces éléments et je terminerai en parlant donc de l'industrie locale et la transformation des ressources. Je vous remercie. Allô? Merci beaucoup, docteur. Merci. Oui, s'il vous plaît. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui. Bon, j'ai une petite question à vous poser. Bon, je vais Allez-y. commencer par un petit anecdote. C'est que moi, dans ma famille, en fait, mes grands frères ont déjà eu leur bac. Donc, lorsqu'ils ont eu leur bac, bon, mes tantes, mes parents disent que, bon, comme bon, leurs précédents ont eu leur bac, ils ne font rien avec leur bac, ce n'est plus la peine de continuer. Le même cas, moi aussi, j'ai subi le même cas, en fait. J'ai eu mon bac, qui ne veut pas que j'aille continuer l'université. Donc, je ne sais pas. Maintenant, quel est le rôle primordial des parents dans l'évolution de notre Afrique? Et secondo, j'aimerais ajouter quelque chose. Si les parents ont un rôle et si l'État a un rôle, maintenant, quel est l'intermédiaire, en fait? Quel est le rapport entre le rôle des parents et le rôle de l'État pour l'émancipation de notre Afrique? Merci Oh, beaucoup. euh, vous savez, c'est une question très compliquée que vous posez là. Alors, et si je veux bien résumer sa situation, c'est que ces aînés ont eu le bac, ils ne sont pas allés loin, et quand il a obtenu le bac, on a demandé à ce qu'il ne continue pas non plus. Pourtant, justement, ce sont les parents qui doivent soutenir les enfants. Je pense qu'il y a des raisons qui expliquent leur attitude. Et la première chose, des choses à faire, je pense, c'est d'essayer d'avoir une discussion claire avec vos parents. Mhm. Essayez d'aborder des oncles pour essayer de faire une petite assise, discuter avec eux, montrer ce que vous avez envie de faire et défendre vos idées aussi. Défendre vos idées et montrer la valeur ajoutée que cela va apporter à la famille. Montrer que vous allez vous battre justement pour réussir dedans et devenir Très aujourd'hui, bien, oui, demain une effectivement. aide. Être une aide plutôt qu'une charge. Parce que c'est ça qui décourage souvent certains parents. De se dire, Effectivement. j'ai investi durant 10 ans dans une formation d'un enfant à l'université et il revient sans diplôme. Nous avons Mhm. des gens qui font 10 ans à l'université qui n'obtiennent pas de diplôme. Et pour des parents, c'est inadmissible, justement. Donc, c'est à vous de prouver à vos parents que, justement, vous êtes différents et que vous avez envie de faire les choses différemment et que vous allez, justement, vous battre. Et au-delà de ça, c'est certaines fois, vous voyez, j'ai envie de dire que à un certain âge donné, il ne faut pas non plus dépendre totalement des parents. Et certaines fois aussi, Exactement. il faut reconnaître il est important de faire une petite pause et se chercher. Je me rappelle, je vous donne moi mon exemple. Quand j'ai obtenu ma licence, je n'ai pas pu continuer directement en master directement parce qu'on avait fermé les masters à l'époque à l'université de Lomé. Et il fallait continuer le master. Pour continuer le master, je vois que madame, vous êtes à 2 IE. Je suis allé au Bénin, quelque chose au Burkina, pour faire des IE. Mais le montant de la scolarité m'a renvoyé. Quand j'ai vu le coût de la scolarité, mais j'étais en train de repartir chez moi. Je suis revenu au Togo. En fait, j'ai même dépensé parce que je suis allé au Burkina pour me renseigner. Je me rends compte que c'est tellement cher. Le lendemain, je suis reparti.
Ce n'est pas fini. Je suis allé au Bénin, j'ai cherché des opportunités. Quand j'ai vu les cours de scolarité, je suis reparti. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu, j'ai fait l'enseignement pendant 2 ans. Et durant ces 2 ans, j'ai économisé. Ce qui m'a permis donc de financer mes études futures. Donc certaines fois, ce sont des reculs stratégiques. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter et ne pas se comparer aussi aux autres. Si d'autres ont les moyens de faire des études d'une manière directe et continuer, et si ce n'est pas votre cas, c'est à vous de voir dans quelle mesure vous pouvez financer vous-même vos études, mais d'une manière assez stratégique. Voilà un peu cet exemple que j'aimerais partager avec vous et je vous remercie. Oui, j'allais abonder dans le même sens que le docteur Tibekabe, tu l'as si bien dit. Lorsque dans une famille, les parents investissent pour les aînés et ça ne donne pas de bons résultats, les derniers subissent. Maintenant, c'est à toi de montrer aux parents, comme l'a dit le docteur, que tu n'es pas dans le lot. Il y a beaucoup des exemples. Tu ne peux pas voir actuellement les gens que tu crois qui sont des grands, des ministres. Ils ne peuvent, s'ils te racontent leur passé, mais tu vas tenir ta tête. C'est parce que nos enfants, nos frères, nos petits frères veulent toujours avoir la main tendue vers les parents qui sont déjà vieux. Ils ont épuisé tout pour les aînés et aujourd'hui n'ont rien maintenant. Comme il a dit, tu viens, tu tiens vraiment à continuer tes études universitaires. Ça se prépare déjà en vacances. En vacances, tu cherches des petits jobs. Tu peux faire ce que tu peux, tu sais que ça va t'aider à la rentrée. Tu prépares ta rentrée. Dès que les parents disent que non, nous, on n'a pas les moyens pour t'accompagner, bon, tu dis, bon, moi, je m'en vais, j'ai quelque chose. Mais quand les parents verront dans 1 an, 2 ans, que vraiment notre enfant là fait de l'espoir, tu vas voir eux-mêmes, ils viendront t'appeler, ils vont t'appeler ou bien viendront vers toi dire, mais comment tu te débrouilles sans notre aide? Et tu vas voir un certain moment, ils vont commencer par t'aider. Moi, j'ai des exemples auprès de moi, Tara. L'étudiant a eu sa licence, mais il veut coûte que coup continuer en master. Il fait de la maçonnerie. Il aide tout ce qu'il trouve. Et il sait que ça peut l'aider. Il n'a pas honte. Il fait. Parce que lui seul sait ce qu'il cherche. Mais si nous voulons toujours attendre tout de nos parents, moi, je ne crois pas qu'on va aller loin. Les parents sont déjà vieux. Ils sont Merci déçus. beaucoup. Ben, on n'a pas de choix, mais il faut quand même que toi-même, tu te prennes en charge, que tu décides, que tu es vraiment tenace, que tu dis que je vais aller jusqu'au bout et je dois faire honneur à mes parents. Merci. Je vais conclure en disant qu'il faut faire un effort, en fait, aussi d'être très bon pour pouvoir obtenir des bourses. Aujourd'hui, si j'ai pu continuer mes études, c'est parce que quelque part, j'ai eu de bons résultats qui m'ont permis d'obtenir des bourses et donc de continuer les études gratuitement. C'est très intéressant quand on fréquente gratuitement, je vous assure. Mais là, il faut, mais là, il faut travailler, pour obtenir, pour mériter et obtenir ces bourses-là. Et c'est tout ce C'est que je ça, on veux. ne donne pas la bourse aussi à n'importe qui. Voilà, je vous remercie. Il faut que vraiment tu présentes les bons résultats de ton intelligence, n'est-ce pas, docteur? Madame Faridato, malheureusement, vous avez encore d'autres mains levées, mais je vous laisse voir comment vous allez gérer tout ceci. Merci. Merci. Zéro, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, docteur, pour vos interventions. Malheureusement, nous avons largement dépassé le temps. Alors, je vais demander à ceux qui ont toujours la main levée, si vous voulez continuer la discussion, de contacter directement les docteurs. On laissera peut-être les adresses LinkedIn. Vous pouvez directement les contacter pour avoir des éclaircissements. Et aussi, vous inviter à continuer à partager votre opinion ou ce que vous avez appris de cette session sur la plateforme Baobab. Alors, pour résumer ce que nous devons retenir de cette session, les secteurs clés euh, à prendre en compte pour le développement de l'Afrique, entre autres, parmi ce que vous avez cité, je retiens l'agriculture modernisée, l'agrobusiness, les TIC, l'infrastructure, les énergies et ainsi de suite. Et aussi, comme recommandation pour nous, les jeunes d'abord, c'est de poser des actions concrètes, surtout unir nos forces pour un meilleur impact et travailler en équipe. Vous avez aussi parlé du développement de l'éthique, de la citoyenneté et de la responsabilité. Et pour nos États, vous avez parlé du fait de faire de l'éducation et de la formation une priorité et surtout former dans les domaines prioritaires. Voilà. Donc, je m'en vais passer mot remercier le docteur Pagdam Tibekabe, remercier également docteur Babenoum Larry pour votre Je vous en prie. disponibilité et Je surtout vous pour en votre prie. partage. Voilà. Et je vais inviter chacun des participants, nous, la jeunesse africaine, à
faire le premier pas, poser des actions, travailler ensemble pour construire cette Afrique-là dont nous rêvons tous. Et pour finir, je vais juste partager ces deux phrases que j'ai retenues de l'intervention de nos docteurs. Le vrai pétrole de l'Afrique, ce sont ses cerveaux. Et aussi, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Beyond the skies, you and I, we're breaking bounds.